Si tu investis en bourse, il y a de grandes chances que tu fasses cette erreur sans même t'en rendre compte. Tu choisis des actions à dividendes en pensant sécuriser ton avenir ou des actions de croissance en espérant accélérer ton patrimoine. Mais le vrai danger, ce n'est pas ce que tu choisis, c'est pourquoi tu le choisis. Parce que mal utilisés, les dividendes peuvent te faire stagner pendant des années et la croissance peut te pousser à prendre des risques que tu ne comprends pas vraiment. Alors aujourd'hui, on va parler de ce piège que beaucoup d'investisseurs ignorent et comment l'éviter pour bâtir un patrimoine cohérent sur le long terme. Alors pourquoi ce débat existe vraiment? Si ce débat revient autant, c'est pas par hasard, c'est parce que quand on débute, on a souvent des envies très différentes. Soit on cherche du revenu rapidement, on se dit que toucher les dividendes c'est rassurant, concret, presque motivant, soit à l'inverse, on veut accélérer au maximum la croissance de son capital, faire grossir son patrimoine le plus vite possible, surtout quand on est jeune. Et là-dessus, l'investissement passif via les ETF reste une base très solide. C'est simple, diversifié et très efficace sur le long terme. Mais selon ton âge, ton horizon et ta situation personnelle, certains vont chercher à optimiser un peu plus leur stratégie. Et c'est tout à fait normal. Parce que quand on est jeune, le vrai enjeu, c'est pas vraiment le revenu, mais la construction du capital. Action à dividende. Une petite définition simple. Avant d'aller plus loin, on va poser une base très simple. Une action, c'est tout simplement une part d'entreprise. Quand tu achètes une action, tu deviens actionnaire. Et certaines entreprises font le choix de redistribuer une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Ça, c'est un dividende. Une partie des profits qui te revient généralement une fois par an ou tous les trimestres. Mais attention, un point qui est assez important, un dividende, c'est pas de l'argent magique. L'entreprise ne crée pas de l'argent pour te le donner. Elle choisit de ne pas réinvestir une partie de ses bénéfices et de les redistribuer à la place. C'est donc un choix stratégique de l'entreprise, pas une garantie ni une obligation. Juste avant de continuer, si jamais cette vidéo t'aide à y voir plus clair, un petit like, ça aide énormément la chaîne à se développer. Et si tu veux continuer à apprendre à investir simplement, sans promesses irréalistes ni hype inutile, tu peux t'abonner. Allez, on repart. Alors du coup, d'où viennent les dividendes? Les secteurs typiques. Les dividendes viennent rarement de n'importe quelles entreprises. En général, ce sont les entreprises dites matures. Des entreprises qui existent depuis longtemps et qui ont déjà beaucoup grandi et dont l'activité est relativement stable. On les retrouve souvent dans des secteurs très précis, par exemple la consommation courante, des entreprises qui vendent des produits du quotidien que les gens achètent quoi qu'il arrive. Il y a aussi les banques et les assurances qui génèrent des revenus réguliers grâce au crédit et au contrat. L'énergie également, où les investissements sont lourds au départ, mais les flux de revenus peuvent être stables une fois les infrastructures mises en place. Enfin, il y a l'immobilier coté, qui perçoit des loyers et en redistribue une partie aux actionnaires. Dans tous les cas, la logique est la même, on privilégie la stabilité plutôt qu'une expansion rapide. C'est important de le comprendre parce que le dividende, c'est souvent le signe que la croissance explosive est derrière. La vérité sur les rendements des dividendes. C'est souvent là que beaucoup de débutants se font piéger parce qu'un rendement élevé sur le papier, ça fait rêver. 6%, 7%, parfois plus, mais un rendement élevé ne veut pas dire bon investissement. Très souvent, si le rendement est élevé, c'est parce que le cours de l'action a baissé. Et cette baisse, elle n'arrive jamais par hasard. Un autre point important, un dividende n'est pas garanti. Il peut être réduit, il peut être suspendu, surtout si l'entreprise traverse une période qui est difficile. Et dans certains cas, une forte baisse du cours peut effacer en quelques mois plusieurs années de dividendes encaissés. C'est pour ça qu'il faut toujours garder ça en tête. On n'investit jamais pour un pourcentage, mais pour une entreprise qui est vraiment solide. Donc les actions de croissance, on va faire une petite définition. Donc c'est généralement une entreprise qui est encore en phase de développement. Elle a des projets, des marchés à conquérir et beaucoup de choses à construire. Dans ce contexte, l'entreprise fait souvent un choix très simple, elle réinvestit la majorité, voire la totalité de ses bénéfices. Pas pour verser des dividendes, mais pour financer sa croissance, développer des nouveaux produits, entrer sur des nouveaux marchés, améliorer son activité. Donc l'objectif, c'est pas de verser de l'argent tout de suite aux actionnaires, mais d'augmenter la valeur de l'entreprise sur le long terme. Et avec la croissance, il faut accepter une chose, tu sacrifies le présent pour espérer plus dans le futur. Du coup, la croissance a un potentiel élevé, mais des risques qui sont réels. Donc les actions de croissance ont généralement un potentiel élevé, mais il faut être très clair sur une chose, elles sont aussi beaucoup plus volatiles. Leur cours peut fortement monter, mais il peut fortement baisser aussi.
parfois en très peu de temps. Surtout quand on parle d'entreprises plus jeunes, de petites capitalisations ou de secteurs encore en construction. Beaucoup de ces entreprises n'atteindront jamais leurs objectifs. Certaines stagneront, d'autres disparaîtront complètement. Et le vrai problème, c'est qu'il est très difficile d'identifier à l'avance lesquelles vont vraiment réussir. C'est pour ça qu'il faut toujours garder cette idée en tête. Pour une entreprise qui explose, beaucoup d'autres vont disparaître. Les intérêts composés et la fiscalité, le vrai moteur invisible. Sur le long terme, ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas uniquement le type d'action que tu choisis, ce sont deux choses souvent sous-estimées. Le réinvestissement et la fiscalité. Quand tu touches un dividende en cash, il est très souvent imposé. Et cet argent, une fois sorti, il ne travaille plus pour toi. A l'inverse, avec des stratégies orientées croissance ou avec des ETF capitalisants, les gains sont automatiquement réinvestis. Résultat, ton capital grossit et les intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts. C'est l'effet boule de neige. Sur 20 ans ou 30 ans, la fiscalité différée peut faire une énorme différence. Parce qu'au final, ce que tu ne sors pas en impôt peut continuer à travailler pour toi. Alors, dividendes et croissance, une fausse opposition. On présente souvent les dividendes et croissance comme deux stratégies opposées, comme s'il fallait choisir un camp. En réalité, l'histoire des marchés nous montre autre chose. Les dividendes ont largement contribué à la performance sur le long terme et la croissance a joué un rôle majeur dans l'augmentation du capital. Certaines entreprises ont d'ailleurs fait les deux au cours de leur vie. Elles ont d'abord réinvesti pour grandir, puis, une fois arrivées à maturité, commencé à verser des dividendes. Aujourd'hui, certains ETF combinent naturellement ces deux approches, en intégrant à la fois des entreprises en croissance et des entreprises plus matures. C'est pour ça que le vrai débat, c'est pas les dividendes contre la croissance. Le vrai ennemi de l'investisseur, ce n'est pas le mauvais style, c'est l'incohérence et l'impatience. Alors, comment réfléchir à son allocation sans recette magique? Arrivé à ce stade, la question que beaucoup vont se poser, c'est comment répartir concrètement entre dividendes et croissance? Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de chiffre universel, pas de pourcentage magique qui fonctionnerait pour tout le monde. Quand on est jeune, la priorité est souvent la construction du capital. On a plus de temps devant soi et la volatilité est plus facile à encaisser. Avec le temps, et quand le patrimoine commence à se construire, l'approche peut évoluer vers plus d'équilibre, avec davantage de stabilité et de visibilité. Mais peu importe ton âge ou ta stratégie, il y a trois piliers qui ne changent jamais: la diversification, la discipline et le long terme. Parce qu'au final, la meilleure stratégie, c'est celle que tu peux tenir pendant 20 ans, voire plus. Alors, petite conclusion. Au final, il n'y a pas de camp à choisir, ni dividende, ni croissance, ni une solution miracle. Ce qui compte vraiment, c'est de bâtir une stratégie cohérente avec ton objectif, ton horizon de temps et ta capacité à rester investi. En investissement, le temps est ton principal allié, pas les effets de mode et pas les paris rapides. Parce qu'au bout du compte, on bâtit un patrimoine, on n'est pas là pour le jouer.